temps d'engagement collectif. On voit qu'il y a des nouvelles formes d'engagement citoyen qui apparaissent. Et on va retrouver Patrick Vassallo, le président délégué de Tempo, qui nous a fait l'introduction de ce matin à la Prévert, sous le patronage de Jacques Prévert. Patrick, alors on a beaucoup d'ouvrages, on présente beaucoup d'ouvrages là toute la journée, et vous en avez un aussi avec Dominique Royoux, votre complice de Tempo, qui s'appelle Le temps, un bien commun. Donc c'est encore de ça dont on parle ici. Et justement, rappelez-nous, qu'est-ce qu'il y a derrière ces enjeux, engagement, action partagée? Vous avez une longue expérience d'élu à Saint-Denis, sur la politique des temps. Vous avez accompagné des centaines d'associations en 50 ans et forcément, vous avez un regard sur ce temps de l'engagement et de l'action partagée. Bon. Voilà, non, juste une petite seconde avant que j'intervienne, puisque il y a 2 messages dont je dois vous faire part. Là, c'est le président délégué qui parle. Voilà. Vous avez donc, tout le monde, vous avez les salutations à la fois de Katia Kruger, qui est en train de mettre la première de Fidelio, et puis celle de Marina Lafay, qui est la présidente de Tempo Territorial. Voilà. Ceci étant transmis, donc moi là j'interviendrai plus en pointant quelques aspects et à titre personnel, pas escalité. Voilà. D'abord, je crois que la matinée a déjà assez largement montré ça. La question de la maîtrise du temps, qui est la matrice du livre dont vous parliez, et la question d'articuler les temps est une question tout à fait essentielle dans la construction de ce qui est commun, de ce qui fait société. Voilà. Je le rappelle là parce que on a, y compris dans les temporels, eu l'occasion de discuter sur la dictature de l'immédiateté, etc. Un des effets de la dictature de l'immédiateté, cumulé d'ailleurs avec la primauté de l'événementiel, la survalorisation de l'émotion par rapport à la raison, nous amène quand même à des situations globales, politiques, sociétales, etc., qui sont parfois catastrophiques et à la limite, non pas de la construction commune, mais de la déconstruction totale. Voilà. Donc il y a juste quelques points, plus rapidement d'ailleurs que le temps qui m'était imparti à l'origine, probablement, sur lesquels, voilà, que je voulais pointer d'entrée de jeu. D'abord, y compris en écho à ce qui a été dit ce matin sur l'égocène, etc., il me semble qu'il y a un enjeu tout à fait important du collectif, non pas en soi comme étant une espèce de dogme, j'allais dire soviétique, je ne suis pas en train de le penser, mais du collectif qui soit utile à l'agglomération d'individualités, c'est-à-dire qui fasse mouvement, qui fasse dynamique, pas qui soit une espèce de Bible, quelle que soit la religion ou pas, qu'on puisse avoir, voilà, mais qui soit un outil de construction partagée. Deuxièmement, un vrai problème que nous avons depuis maintenant quelques dizaines d'années, c'est la question du zapping d'engagement de chacun et de chacune selon l'objectif commun à chacun selon son envie. Alors c'est compliqué tout ça, c'est-à-dire qu'on a été très longtemps, en particulier dans le mouvement ouvrier, qui est quand même ce que je connais un peu le mieux de ce point de vue-là, sur des matrices où les choses étaient, y compris familialement, relativement écrites, où il y avait un modèle militant, enfin le réalisme socialiste, entre guillemets, a beaucoup porté ces images-là, mais a aussi été beaucoup vecteur de mobilisation extrêmement forte. Aujourd'hui, on est à un truc sur lequel il y a à la fois un zapping d'engagement, et alors c'est absolument évident dans les moins de 30 ans aujourd'hui. Je me mobilise sur un truc, mais pas sur autre chose. Le global ne m'intéresse pas tellement. Voilà, enfin, tous ceux qui ont, un peu comme moi, des enfants qui ont entre 20 et 40 sont confrontés à cette, pas difficulté, mais à cette question-là. Et donc, si nous voulons faire collectif, il faut que chacun le fasse selon un objectif commun, parce que s'il n'y a pas d'objectif commun, il n'y a pas de chemin possible. Tous ceux qui se font dans la voirie savent très bien de quoi je parle. Et en même temps, il n'y a pas de mobilisation individuelle si, en tout cas, très peu aujourd'hui de mobilisation individuelle, si on ne parle pas de l'envie. Si je n'ai pas envie de faire un truc, je ne le fais pas. Globalement, c'est quand même le sens des choses. Voilà. Troisième truc que je voulais pointer, c'est que on ne peut pas, me semble-t-il, faire l'impasse sur les dimensions économiques de l'associatif et de l'engagement. Y compris quand on parle de manque du temps. Moi, il y a plus de 40 ans, travaillé sur cette question-là avec Patrick Vivray, etc.
sur Saint-Denis. Donc la question n'est pas seulement la question de la marchandisation, mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une économie de l'association. Le poids de la vie associative aujourd'hui, et je ne parle pas seulement en termes de pognon, je parle y compris d'impact sur la société, sur ce qui fait société, sur y compris quelle est l'évolution du monde aujourd'hui. Enfin, je prends juste un exemple, et ce ne sera pas une provocation. Quelle serait aujourd'hui la situation sanitaire de l'alimentation s'il n'y avait pas des associations et des épiceries solidaires? Voilà, le tiers-monde à côté, ce serait le Pérou. Voilà. Quatrième point, c'est qu'il me semble que l'associatif ne peut pas remplacer l'action publique institutionnelle, donc les pouvoirs publics. Et la question est posée de qui renforce l'autre, comment l'un nourrit l'autre, et est-ce qu'on est dans un terme du rapport de force ou est-ce qu'on est plus dans le terme d'une histoire d'amour? Je suis personnellement plutôt partisan des histoires d'amour que des rapports de force, en l'occurrence, comme sur d'autres trucs. Mais c'est une vraie question qui est posée. Si l'action associative et l'engagement associatif est trop la déclinaison d'une décision ou d'une domination institutionnelle, on a quelque chose qui rapidement se délite et qui, parfois, aux premières difficultés, hop, ça pète, ça implose. Voilà. Mais si la mobilisation citoyenne, elle n'a pas de relais, si l'institution ne se met pas à son service, on s'y épuise. Et je crois que la question du burn-out associatif est là aussi clairement posée. Voilà, donc vous comprendrez bien que je suis plutôt du côté du mouvement de la société, mais que ça ne veut pas dire que les institutions sont achetées à la poubelle comme ça. Parce que tout ça, ça participe à la dynamique, à ce qu'on appelle les innovations, avec toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir autour de ce terme, et à la fois du général et pas seulement du spécifique. Un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est quand même des mobilisations qui sont très en silo, qui sont très sectorielles. Et y compris quand on conçoit l'action publique dans son sens originel, la question, elle se pose quand même de ne pas se contenter seulement des questions de gestion et des questions de pouvoir. Est-ce que l'action publique, c'est pas un peu autre chose que de gérer, d'une part, et que les précarés de pouvoir, d'autre part? Voilà. Et puis, deux autres points avant de conclure, c'est que il me semble qu'il faut qu'on ait bien à l'esprit que l'associatif, ça ne représente pas l'intérêt général. Ça représente un intérêt et une démarche, mais il y a un intérêt général avec des institutions qui sont pour le représenter, avec des fois des démarches qui le portent, mais je pense que confondre l'un et l'autre est gros de danger, y compris pour ce qu'on appelle la démocratie. La chose publique, c'est moins, il me semble, un vecteur et une tangente de l'intérêt général, mais c'est certainement pas son chaperon. Voilà. Et puis, dernier point sur les communs, donc là je vous renvoie à l'excellent livre dont Dominique Royoux est le co-auteur, mais j'ai envie de poser deux questions. C'est d'abord, est-ce qu'il y a besoin de communs? Et je ne crois pas que la question elle soit simplement une provoque de 14h30 un mercredi après-midi. C'est quand même une question qu'on peut se poser sur toute une série de sujets, d'occasions. Il suffit d'écouter les informations, de regarder les journaux ou de consulter les réseaux sociaux. Et il me semble qu'aujourd'hui, la question est à reposer. Y a-t-il besoin de commun? Et y a-t-il besoin de commun dans quel secteur, dans quel périmètre, et peut-être aussi dans quelles ambitions? Voilà. Et puis, une dernière question que je vais lancer comme ça, c'est qu'on est toujours dans la question des communs, parce que sans commun, il n'y a pas de pouvoir faire ensemble. Voilà. Mais c'est comment on peut dépasser ces communautés miroirs dont on parlait un peu ce matin, et comment s'affirmer soi, parce que si soi, on n'est pas une entité qui tient debout, ça tombe à côté, mais comment on peut s'affirmer soi tout en affirmant aussi les autres, c'est-à-dire qu'on est un élément d'une dynamique. Les mathématiciens verraient bien ce que c'est qu'une tangentielle et un cosinus dans cette affaire. Voilà. Faire société, c'est à la fois faire du groupe et faire de la personne. C'est un peu comme des histoires d'amour, mais vu un peu autrement. Merci beaucoup, Patrick Vassallo. Ça fait beaucoup de questions pour nos élus, là. Oula.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, histoire d'amour ou rapport de force, ils vont nous le dire. Donc, nous retrouvons Laurence Beaufet, vice-présidente de la métropole de Lyon, à la participation et aux initiatives citoyennes. Nous accueillons Jérémy Camus, vice-président à la métropole aussi, à l'agriculture, l'alimentation et à la résilience du territoire. Et Fanny Lacroix. Alors, Fanny Lacroix, maire d'abord de Châtel-en-Trièves, et c'est d'abord à ce titre-là qu'elle vient, et puis elle élargira un peu son expérience en tant que vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France. Et Fanny, clairement, il y a 5 ans, vous ne faisiez pas de politique. Bonjour. Non, pas du tout. Voilà, donc merci en tout cas à tous d'être là. On va découvrir avec vous différentes actions, des actions qui sont faites avec ou par les citoyens sur vos territoires. Pour Fanny Lacroix, revitalisation d'un village par le collectif. L'expérimentation foyer pilote pour la zone faible émission ZFE Laurence Beaufet. Et l'auto-organisation de réseaux de solidarité locale entre habitants qui peuvent accompagner ou générer ou modifier des politiques publiques. Pour Jérémy Camus, nous aurons un temps d'échange avec vous. Je précise que cette fois-ci, cet après-midi, vous aurez même une pause. Donc vous aurez une pause. Donc comme ça, vous serez très attentifs pendant nos temps d'échange. Et avec toutes les questions qu'a posées Patrick Vassallo tout à l'heure, on va avoir un sacré débat justement sur cette histoire d'amour et ce rapport de force, la valse à plusieurs temps entre le public et les citoyens, qui guide, comment, etc. Alors on va commencer par Fanny Lacroix. Vous êtes une jeune mère. Alors, on peut le dire pour les petits papiers, mère et mère, je pense. C'est ça. Voilà. Votre expérience d'élu est très récente, elle est singulière, comme on va le voir. Vous êtes vraiment venu un peu par l'expérience à la politique. On vous a entendu justement sur votre expérience, ce que vous appelez le faire village ensemble. Donc on va passer quelques instants sur le contexte de la revitalisation de Châtel-en-Trièves. On vous écoute là-dessus déjà. C'est où Châtel-en-Trièves? C'est quoi les caractéristiques de ce petit village? Et qu'est-ce que l'histoire vous a amené à finalement diriger en tant que maire depuis quelques années? Alors, Châtel-en-Trièves, c'est un village du Sud-Isère qui compte à peu près 500 habitants, entre Grenoble et Gap. C'est aussi une commune nouvelle depuis 2017. Donc les deux communes se sont rassemblées pour sauver une école. Donc moi je suis arrivée sur le village en 2014. Alors moi je viens pas du tout du milieu rural. J'ai grandi à Annemasse, j'ai fait mes études à Lyon, à Paris. J'ai d'abord été consultante dans le champ de la participation des habitants dans les projets urbains. Donc j'étais consultante peut-être 2 ans ou 3. Et puis après j'ai rencontré mon conjoint qui était originaire du Trièves. J'ai fait une transhumance de Mérins sur les plateaux du Vercors et j'ai tout laissé tomber pour le rejoindre sur ce territoire. Et donc j'ai été recrutée en 2014. C'est comme ça que je suis arrivée sur le village en tant que secrétaire de mairie. Voilà. Et à l'époque, quand je suis arrivée en 2014, il y avait à Saint-Sébastien, puisque les communes n'étaient pas encore fusionnées, un espace public de 3 hectares en friche au milieu du village. Et c'est vrai que donc, l'ancien maire, qui était Jean-Pierre Agresti, m'a dit qu'en fait, il souhaitait reconstituer une place publique sur le centre-bourg, dans un contexte de ce village qui avait tout perdu, puisqu'il n'y avait plus que la mairie, mais ce village avait perdu son école, ses commerces, donc on avait vraiment vécu une désertification. Et c'est vrai que moi je suis arrivée avec une boîte à outils de la participation citoyenne assez remplie, et donc je lui ai dit mais là tu as 3 hectares en plein cœur de bourg avec des bâtiments patrimoniaux magnifiques, il y a un terrain de jeu de la citoyenneté active formidable, si tu es d'accord on va faire ça avec les habitants. Et donc ils en ont parlé avec le conseil municipal, ils étaient d'accord et ils m'ont laissé animer en fait 4 mois de concertation. C'est quand même très rare, une secrétaire de mairie qui anime une grande campagne de participation citoyenne. Non, pas si rare que ça. C'est un peu rare, c'est quand même rare d'arriver en territoire rural avec des outils de la participation citoyenne. Ça n'arrive, j'en ai pas trop rencontré. Après, il y a il y a quand même d'autres histoires comme Châtel qui ont été initiées par d'autres personnes, mais une secrétaire de mairie, c'est assez rare d'avoir ces qualifications. Donc là, vous vous lancez, ça dure 4 mois. Donc 4 mois avec une feuille de route assez vaste, c'était de construire, faire village ensemble. Donc les habitants ont été amenés à rêver leur village idéal avec le seul cadre de la concertation, c'était de créer du bien commun,
pas d'être dans du projet individuel, mais vraiment de co-construire par un exercice d'intelligence collective ce que serait une place publique au sens fort du terme, donc vecteur d'échange, de partage, de services publics, etc. Et donc les habitants se sont prêtés à l'exercice, d'abord de manière assez impliquée, mais pas non plus totalement remarquable par ce que j'avais déjà vu avant, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de monde quand même qui sont venus. Première réunion publique, 80 personnes sur un village de 250 habitants, c'était déjà important. Après, on a fait des ateliers participatifs, un sur le bâti et un sur les espaces extérieurs, où là, il y avait à peu près une quinzaine de personnes impliquées très activement sur les 2 ateliers. 4 mois, une feuille de route commune qui a été validée en totalité par le conseil municipal, avec des propositions fortes, donc de créer la mairie dans les anciens bâtiments, de faire des jardins partagés. Ça, c'était une idée aussi intéressante, parce que chez nous, tout le monde a un jardin. Donc, ce n'était pas la production du jardin qui était intéressante, c'était le manque de liens et d'espace public au sens fort du terme. Autre projet intéressant, un théâtre de verdure, une carrière équestre communale à gestion associative, parce qu'il y a beaucoup de cavaliers en fait sur le Trièves, mais pas de structure pour travailler le cheval. Et le deal qui a été construit avec la municipalité, c'est de dire d'accord, on vous construit une carrière, mais vous allez animer le centre-bourg et entretenir les sentiers de la commune. Donc c'était toujours comme ça, si vous voulez, que les actions ont pu se construire. Le conseil, qui ne savait vraiment pas quoi faire de ce terrain-là, était vraiment dans quelque chose de très loyal vis-à-vis des habitants, a ensuite entériné dans une délibération la totalité des usages qui avaient été construits avec les gens. Et puis après, on est rentré dans une phase plus en chambre, où on a monté des dossiers de subvention, et après, on a réalisé les choses. Ça a pris quand même 2 ans après pour venir à bout de l'opération. Et donc ensuite, inauguration du lieu. Ça a été un moment de grande joie pour le village. Vous parlez souvent de réveil citoyen dans votre village. Oui, je parle de réveil citoyen parce que moi, ce qui m'a vraiment étonnée sur ce village, parce que j'avais déjà fait des dispositifs de participation ambitieux en milieu urbain, c'était un moment comment est-ce qu'on arrive à embarquer tout le monde dans la plus grande exhaustivité. Et c'est vrai qu'il y a eu le moment de travail avec l'institution, mais après, quand nous, on avait notre feuille de route et qu'on a travaillé après en chambre pour faire avancer le projet, ce qui a été extrêmement intéressant à voir, c'est que les citoyens se sont constitués eux-mêmes en association sur les différents usages qu'ils avaient co-construits pour déjà voir si on allait bien aller au bout de la démarche et pour commencer à se structurer pour porter les usages, parce qu'il était évident à Châtel-en-Trièves, commune de 500 habitants, que ce n'était pas la mairie qui avait les moyens en interne après d'animer ces lieux. Donc on a eu une association qui s'est créée pour la gestion du café-épicerie associatif, une association qui s'est créée pour la gestion des jardins partagés et une association qui s'est créée pour la gestion de la carrière équestre municipale. Et quand on a commencé à comptabiliser le nombre de personnes dans ces associations, on était à 150 personnes sur 250. Donc vous pouvez penser qu'à peu près tous les foyers de Saint-Sébastien à l'époque faisaient partie de la dynamique de revitalisation du centre-bourg, ce qui était assez incroyable. Et ça vous a valu d'être élu maire en 2020 ? Alors en fait, moi j'ai vécu ça vraiment comme un moment très important, à la fin personnellement, puisque je me suis dit, mais voilà, c'est comme ça qu'on peut peut-être changer le monde. C'est à l'échelle de ces petits villages où on arrive quand même à faire communauté et à pouvoir se rassembler derrière une vision commune, une vision d'espérance, où on voit que finalement en un mandat on peut changer la vie et qu'on arrive à remettre les gens en posture dynamique, en posture active, où chacun se remonte les manches et fait les choses concrètement. Je me suis dit, mais si tout le monde fait ça, si tous nos villages font ça, c'est la manière d'engager les grandes transitions par le terrain et par le bas. Donc après, moi déjà j'ai eu envie de participer à cet enthousiasme citoyen et j'étais coincée dans mon bureau avec le devoir de réserve. Donc très vite j'ai muté et je suis allée travailler dans une autre collectivité. Donc je me suis retrouvée citoyenne investie, j'ai pu participer à j'étais dans le café-épicerie associatif. Après j'ai monté aussi une association qui s'appelle Tous et maintenant réinvestir la vie publique, où l'idée c'était de faire en sorte que la politique soit l'affaire de tous, parce qu'on avait vécu à Châtel-en-Trièves. Et après, assez naturellement, l'ancien maire m'a dit « Allez, tu prends le relais ». Et donc, j'ai porté une liste et j'ai été élue en 2020, effectivement. Donc, il y a eu ce grand mouvement d'expression citoyenne, l'envie de faire, des associations qui se créent. On est en 2023, vous avez 3 ans de recul. Ça a été quoi alors, je fais juste une aparté sur ce que nous a dit Patrick Vassallo. Il a demandé « Est-ce qu'il faut du commun ?» J'entends que vos citoyens, ils avaient besoin de commun. Ah oui. Parce qu'ils avaient un jardin, ils ont quand même voulu un jardin partagé. Ouais. Et c'est que nous, en fait, on avait le spectre de tout perdre en termes de vie collective. Parce que quand vous êtes face à la disparition du service public, en même temps, en 2017, on a appris que la commune voisine allait perdre son école et sa classe unique. Saint-Sébastien l'avait déjà perdu 40 ans en arrière. C'était le spectre de la disparition de la commune. Donc quand vous êtes face à ce contexte-là, nous, il y a eu un désir immense de commun. De commun. Et de dire, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit à ce commun et on veut
un village fort, vivant. On veut la commune, en fait. Alors, de cette effervescence de cette époque, on est en 2023, qu'est-ce qu'il en reste et quelles ont été les étapes dans cet engagement? On a parlé de zapping, donc est-ce que vous avez réussi à maintenir cette effervescence jusqu'ici? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu des fatigues? C'est quoi les phases de tout ça? Alors oui, il y a eu des phases très différentes. Après l'émulation collective, vraiment du débat. L'émulation collective de la découverte de cette démocratie participative avec beaucoup d'enthousiasme. Ça a été la phase jusqu'à l'ouverture du café-épicerie, même si ça a été un peu long après sur la phase de réalisation, puisque on rend une feuille de route aux élus, la délibération est prise, mais après vous voyez bien qu'il y a 1 an et demi, presque 2 ans, pour réhabiliter la totalité du domaine de Talon et pouvoir ouvrir le café. Et donc là, il y a eu malgré tout une phase d'attente, mais pas de démobilisation. Et donc il y a eu beaucoup de commissions qui se sont rassemblées, notamment autour du café-épicerie associatif, qui a du coup pu faire du lien avec 80 producteurs locaux. Enfin, il y a plein de choses qui se sont faites, mais avec un petit peu d'agacement sur la temporalité. Après, il y a eu une phase de liesse, quand on a ouvert le domaine de Talon, où là, moi, j'ai souvenir, à l'inauguration, qu'il y avait 300 personnes sur la nouvelle place publique. C'était vraiment une reconquête de la vie de village. Et donc là, on a vécu... je pense que tout le village a été extrêmement touché en fait, par ce moment de reconquête civique. Ça a duré fortement. Les premières années du café-épicerie, la première année, on a ouvert en 2018, donc 2019, très bien fonctionné. Et puis après, on a eu cette phase du Covid qui a vraiment amené un gros coup de frein dans la dynamique du café associatif. Et puis aussi le fait que finalement, les associations se sont mis à vivre leur vie avec aussi... Certains le disent, ce facteur humain un peu compliqué parfois à gérer, avec des personnes qui ont changé parce que quelqu'un était malade, parce que la présidence de l'association a changé, et puis parce que finalement, cette partition politique qu'on avait écrite en 2014, avec aussi une équipe municipale qui était très partie prenante du tissu associatif, peut changer. Et donc finalement, sur ce café-épicerie, d'une envie de faire qui était vraiment liée à du service public, de recréer un espace collectif, après un fonctionnement plus en cercle et plus fermé, et finalement des habitants aussi qui ont voté avec leurs pieds en quittant le lieu parce que ça ne correspondait plus en fait à l'état d'esprit initial. Donc on a aussi appris de ce moment, parce que le café a fermé du coup en novembre 2022, c'est bien ça, et on a donc vécu depuis le Covid une lente dégradation du café. Et là où on a aussi des enseignements à tirer de ça, c'est qu'il y avait tellement de confiance vis-à-vis de cet engagement citoyen qu'à l'époque, la mairie a réhabilité le lieu et a donné les clés sans aucune contrainte, sans un droit de regard sur le site, en signant une convention très légère avec une association qui a complètement dévié après par les personnes qui étaient aussi impliquées dedans sur l'objectif de service public. Et donc ça nous a amené à vraiment retravailler sur le fait de se dire, c'est un peu ce que tu avais dit, c'est dire c'est pas parce que c'est une association que c'est la concrétisation de l'intérêt général. Il y a aussi des moments où le tissu associatif va pas très bien et peut se renfermer sur un club. Et donc aujourd'hui on est dans une phase où on a pris le temps de réfléchir à ce qui nous animait, à reprendre l'historique du projet. On a fait aussi intervenir quelqu'un d'extérieur qui était spécialiste en tiers-lieu et qui a réussi à dépasser cette phase de deuil, parce que ça a été un deuil très important pour toute une partie de la population qui était très impliquée sur le projet et donc après qui a eu du mal aussi à lâcher prise et à accepter que ça fonctionne différemment. Et donc là on est en train de retravailler sur une nouvelle association qui s'appelle Châtel Village et qui en fait fonctionne comme un assemblier des forces vives du territoire, où du coup dans le CA de Châtel Village il y a 2 sièges pour la mairie, 2 sièges pour les représentants des acteurs associatifs, 2 sièges pour les représentants des acteurs économiques et 2 sièges pour les représentants des citoyens, plus le maire. Et donc c'est ensemble... Une gouvernance plus claire. C'est oui. ensemble en fait qu'on doit définir comment vivent aujourd'hui les espaces de la citoyenneté active qui comprennent en fait les 2 centres-bourgs de Cordéac et de Saint-Sébastien. Avec le recul, quand vous discutez avec vos confrères de l'Association des maires ruraux de France, j'imagine que beaucoup vous disent mais comment tu as fait, etc. C'est quoi les facteurs de réussite que vous pouvez partager aujourd'hui sur une expérience comme ça? Ouais. Moi, je suis maire d'un petit village aussi, qui a subi, enfin pas moi Corinne, mais qui a subi aussi de la diversification, de la désertification. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire sur les facteurs de réussite pour que je puisse me lancer comme ça et peut-être éviter les écueils que vous avez connus? Premier facteur, mais ça ne va pas vous rassurer, c'est le facteur humain, c'est-à-dire celui qu'on ne peut pas tellement
avoir la main dessus. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur un terreau très favorable, Oui. un terreau cultivé par des personnes qui sont sur la commune depuis des dizaines d'années et qui ont la culture de l'accueil dans le sang, quoi. C'est-à-dire, j'arrive déjà sur un village où déjà, c'est pas commun d'embaucher quelqu'un comme moi en tant que secrétaire de mairie. C'est dire qu'il y a déjà eu des gens qui ont une vision de se dire ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui vient de Paris avec un bagage sur la participation citoyenne et qui va essayer de faire quelque chose de notre village. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, je fais souvent l'hommage du maire qui m'a précédé, qui est Jean-Pierre Agresti, et qui est là depuis des dizaines d'années, qui avait monté une régie forestière, qui a embauché plein de gens en chantier d'insertion. Donc tout ça, c'est un travail de long cours. Et donc moi, j'arrive dans une succession de personnes et de maires qui ont vraiment marqué l'histoire du pays. Donc ça, c'est déjà la culture de l'accueil sur du long terme, c'est hyper important. Le deuxième élément qui a fait que ça marche à Châtel-en-Trièves, c'est le contexte difficile. C'est ce que je vous ai dit, le spectre de la fin de la commune, où du coup, il y a un sursaut commun en disant on ne va pas tout perdre. On veut encore de cette commune et on veut faire commun ensemble. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose aussi qui a été extrêmement facilitant. La fermeture de l'école. C'est ça qui a structuré en fait les intérêts et tout le monde s'est dit on ne veut pas de cette fermeture d'école et on se mobilise tous. Et c'est vrai qu'il y a eu pour moi une réémergence du politique de ce point de vue-là. Après, le troisième élément, je dirais, c'est la sincérité de la démarche sur les ateliers de co-construction du centre-bourg, c'est que vraiment, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que l'ensemble des propositions habitantes, après, ont été pris en compte et inscrits dans le schéma d'aménagement. Et l'autre élément aussi important, c'est qu'on n'a pas attendu trop longtemps aussi pour faire des choses ensemble sur l'espace public, avant même que le bâtiment soit réhabilité. On a commencé à construire des tables, des chaises, pour que concrètement, c'est ce qu'on a dit ce matin, il y a quand même un déficit de la confiance, on puisse retrouver confiance dans le faire ensemble en montrant que c'était possible et qu'on y arrivait. Et c'est vrai que le moment de la livraison du bâtiment dans son entier, je pense à reconsolider les liens entre les habitants et l'institution. L'autre élément plus positif, je pense aussi, c'est la petite taille du village, ce qui fait que tout le monde se connaît et qu'on arrive quand même globalement à viser tout le monde dans une capacité à pouvoir être partie prenante du village. Donc ça, je pense que c'est ce qui fait la différence avec le milieu urbain. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible en milieu urbain. Moi, aujourd'hui, je vois mon village comme un laboratoire d'expérimentation citoyenne. Et je me dis que ça serait vraiment très intéressant qu'on change le regard sur la ruralité, qu'on se dise on va les écouter, les métropoles, justement, sur l'échelle. Je trouve que la question de comment on fait village en ville répondrait à un besoin de sens dont notre société a vraiment besoin. Voilà, je pense que j'ai donné déjà quelques pistes. Vous avez dit tout à l'heure aussi quelque chose d'important. Vous avez dit à chaque fois qu'on donne, on demande quelque chose. Oui, tout à fait. Oui, un des éléments aussi qui a facilité, certes, le village dans son côté petite taille de l'organisation, mais aussi le village dans ses difficultés et dans le fait qu'on n'ait pas trop de moyens. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision d'un village rêvé, c'est pas avec les services de Châtel-en-Trièves. Souvent, c'est une secrétaire de mairie, un agent technique polyvalent, un village. Donc, c'est-à-dire que si on veut vraiment des nouveaux services, il va falloir un moment que chacun se remonte les manches. Et ça, les gens l'ont compris. Et ça fait notre force. Parce que souvent, je porte l'histoire de Châtel-en-Trièves et je suis allée dans des territoires qui avaient plus de moyens. Et je me suis rendu compte que quand le service public arrive sur un plateau doré, c'est pas ça qui mobilise les gens parce qu'on a déjà tout. Sauf que quand on a tendance à perdre et qu'on n'a pas tout et qu'on peut se mettre ensemble pour construire les choses, je trouve que c'est un vecteur de mobilisation qui est extrêmement important. Donc finalement, la petite taille et le manque de moyens peut être vécu comme un handicap. Moi, je crois que c'est vraiment un facteur de réussite pour les villages aujourd'hui. Et malgré la taille de votre village, vous n'avez jamais oublié un truc que vous avez dit très important quand on a préparé cette table ronde, mais c'est la nourriture. Oui, l'alimentation. Les gens adorent manger. Voilà, on va en parler avec Jérémy Camus. Ouais. Il n'y a pas de beau projet sans nourriture. Hein. Il y a pas. Alors, ouais, en fait, il faut trouver quelque chose qui rassemble et qui ne clive pas nos populations. Et c'est vrai que il n'y a rien de tel que de se retrouver autour d'une table remplie de produits locaux et tout le monde fait de l'écologie quand on mange les produits du territoire. C'est valorisant pour nos agriculteurs, c'est valorisant pour tout le monde. On refait société ensemble, on discute, on est face à l'altérité. Et donc c'est vrai que nous, on a toujours mis l'alimentation, les produits locaux dans ce programme de revitalisation. Donc c'est le cas avec le café épicerie, puisque c'était avec les produits locaux. Et là, on porte un projet de cantine ouverte. Donc on est toujours autour de l'alimentation et le carburant de Châtel-en-Trièves. C'est vrai.
Bon, c'est un sacré témoignage que vous nous livrez, là, c'est sûr. J'aurais une question qui est plus personnelle tout à l'heure, de parler de vos temps de vie à vous. Hein. Peut-être qu'on parlera de vos temps de vie d'élus et le reste, mais ça c'est pas. On est un peu en dehors de l'engagement citoyen, mais c'est intéressant quand même. J'aimerais bien qu'on entende les réactions de Jérémy Camus et Laurence Beaufet sur ce que vous avez entendu. Là, il y a beaucoup de choses. Là, l'échelle. L'excitation du début, les temps très importants de célébration. Qu'est-ce que ça évoque? Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi j'ai dit alimentation? C'est parce qu'en fait, c'est ma délégation à la métropole de Lyon. C'est pas parce que je suis un peu dans mon point. Moi, ma réaction... j'ai plusieurs remarques. En fait, moi, j'ai fait le chemin inverse de toi. J'ai vécu la moitié de ma vie en ruralité et je me suis installé dans un tissu urbain. Et c'est en cherchant finalement à retrouver la ruralité qu'est venu l'engagement, en fait. Donc je vais expliquer ça tout à l'heure, mais il y a ce chemin-là qui est amené et qui aujourd'hui m'amène à la métropole par voie de conséquence, quoi. Non, moi, mon questionnement, il est plutôt sur l'ambivalence de la mobilisation parce que les services publics disparaissent. Et le fait que, comme il n'y a pas de service public, ça mobilise. Et il ne faudrait pas non plus qu'on sous-estime le fait que les services publics doivent continuer à exister là où ils n'existent plus et que la forme de mobilisation ne doit pas être un palliatif au retrait du bien commun qui est censé être garanti par l'État en particulier, surtout sur des fonctions de base comme l'éducation, comme la santé, etc. Et la ruralité, la seule réponse ne peut pas être l'engagement citoyen pour pallier les défaillances d'un État, quoi, sur les fonctions un peu régaliennes de sécurité des gens et d'éducation, etc. Donc ça, c'était ma première... Mais n'empêche que, aujourd'hui, quand il n'y a rien d'autre, c'est vrai que la capacité à mobiliser à travers des projets ou des causes, mais plutôt très concrètes, et dans mon expérience, c'est aussi sur des sujets très concrets et qui en plus touchent l'alimentation. Donc on voit assez souvent que les terreaux fertiles, c'est ceux qui amènent peu de dissensus, déjà, pour arriver à mobiliser largement, y compris dans des opinions politiques différentes, dans des parcours de vie différents, dans des générations différentes, on se retrouve. Et c'est vrai que j'intervenais juste ce matin dans le forum social, je ne sais plus comment ça s'appelle, Forum social européen, qui était dans le 8e arrondissement, et de requalifier l'alimentation comme un projet de société à part entière, et qu'à travers l'alimentation, on fait société. Et que ce n'est pas une petite anecdote de manger, et de choisir comment on va manger, comment on va produire, où on va produire, etc. Et ça ramène des enjeux intéressants. Après, en termes de réaction, moi j'aurais adoré être dans un village, maire d'un petit village comme le vôtre, pour mener ce genre de mobilisation. Je regrette, moi, dans mon passé, de ne pas avoir eu ce type de mobilisation dans mon village. C'était plutôt mon histoire, c'est plutôt être dans un endroit où c'était déjà là, en fait, tout le monde se connaissait, comme vous dites. Il y a je vois par exemple, moi, mon père est toujours là-bas, j'étais avec lui au téléphone tout à l'heure, il est malade en ce moment, il y a la mobilisation autour de lui, il dit même c'est trop, il me donne trop à manger, quoi. Donc ça, finalement, je l'ai perdu, moi, en arrivant dans le tissu urbain, et c'est ce que je voulais retrouver dans le contexte que vous avez appelé village dans la ville. C'est un peu ce que j'aimais, ce que je voulais retrouver. Après, je sais pas si j'enchaîne. Donc vous êtes d'accord sur le droit au village pour chacun, même en ville? Ouais, droit au village. Alors le village, parce que c'est un peu l'image d'Épinal qu'on peut avoir autour de ces communautés qui s'entraident, ces communautés qui se connaissent, ces communautés qui prennent soin. Bon, c'est pas toujours partout, hein. Il y a des villages aussi, on se déteste et on voit pendant certaines élections, on peut aller très loin dans l'affrontement entre différentes listes. Exactement. Mais n'empêche, voilà, c'est un peu ce qui aujourd'hui n'existe peut-être plus ou n'existe pas autant qu'on aimerait dans les tissus urbains denses, où il y a une forme d'individualisme, de solitude, quelque part d'isolement, y compris dans toutes les générations, dans toutes les conditions sociales. Moi, c'était mon constat quand j'arrive en ville. Je dis, c'est pas la vie que j'ai envie. Donc je dis, qu'est-ce que je peux trouver à proximité de la métropole? Moi, il me faut du verre. Maintenant, j'ai un enfant, il faut que j'ai un peu de verre. Il faut que j'amène à peu près ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et trouver un village, vraiment typologie d'un village. Pas beaucoup de services, une église, une mairie, etc. Mais pas du tout le lien social que je connaissais auparavant dans ma vie d'avant. Et donc c'est ce qui m'a poussé, moi, à un moment donné, à dire comment je peux faire pour remettre du lien social entre les gens et mes voisins.
et puis entre les voisins en général, quoi. Et c'est ce qui m'a amené à lancer cette initiative. Alors on va voir quoi. tout à l'heure avec vous ce que vous avez fait en Val-de-Saône. Laurence Beaufet, dans le témoignage de Fanny, qu'est-ce que vous retrouvez de votre action ? En fait, je suis un peu embêtée parce que, d'une part, je viens de la campagne. Moi aussi, comme Jérémy, j'ai migré. Bon, on vient tous de la campagne. Hein. Tous, souvent. Hein, ça se fait d'ailleurs dans ce sens-là, souvent. D'un tout petit village qui est très dynamique. Alors, j'entends complètement l'alimentation. Nous, c'est les fêtes. Je crois il y a une énorme fête de village dans laquelle il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent alors qu'il n'y a que 350 habitants. Je pense que la plupart sont bénévoles à cette fête. Et il y a au moins 2 fêtes pour préparer la fête, au moins 2 fêtes pour se féliciter de la fête, plus encore une fête en hiver pour au cas où, parce que voilà. Et le théâtre existe depuis 30 ans parce que c'est quand même super important pour l'hiver. C'est truc paysan, hein, des coins paysans. Et il y a aussi des séances très très longues de cinéma parce qu'il y a un entracte. Parce qu'à l'entracte, il faut manger et boire, quoi. Sinon, c'est pas... Enfin, voilà. Donc, j'entends complètement ça. Et par ailleurs, je suis élue de la Croix-Rousse. Alors, je suis embêtée pour la deuxième chose. C'est que j'ai pas fait exprès, mais je suis arrivée petit à petit à être adoptée dans ce coin-là de Lyon, très central, et qui, pour le coup, a un fonctionnement un peu de village aussi. Et où on pense on arrive là, et pourtant c'est un territoire où les habitants changent beaucoup, mais on pense qu'on est un peu anonyme, et en fait on ne l'est pas. Et de plein de manières différentes, il y a des tissus qui se créent et des choses qui se font. Et dans les leviers de la dynamique qui s'est créée à Châtel-en-Trièves, est-ce que vous retrouvez des choses que vous connaissez dans vos missions justement d'initiative citoyenne ? Je trouve que ce qui s'est fait est super et qu'on peut complètement le transposer. On parlait de la place Chardonnay qu'on a refait un peu comme ça, oui. Avec les habitants autour. Il y a plein d'autres endroits dans des territoires un peu locaux dans lesquels il faudrait de plus en plus faire ça, et où il faut absolument que nos services, alors c'est là où les grandes machines métropolitaines ou urbaines ont du mal à s'adapter à le faire avec, hein. Mais je crois aussi que c'est des savoir-faire qu'on a perdus. Et si on prend l'exemple du vieux Lyon, pour reparler encore de Lyon, il s'est fait avec les habitants, et souvent avec des habitants qui se sont mobilisés pour que ce territoire qui est aujourd'hui classé UNESCO ne disparaisse pas. Donc ces mobilisations-là, elles existent. Et je pense qu'il faut par contre se partager les expériences, dire après qu'il y ait une différence ville-campagne, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il est évident qu'il y a des liens à tisser de plus en plus. Alors, vous avez expérimenté une nouvelle façon d'agir ? C'est-à-dire que là, ce n'est pas des habitants qui sont allés s'intéresser, qui ont organisé les zones à faible émission. Vous êtes dit, on veut mettre en place ces ZFE. Il faut qu'on arrive à accompagner le mieux possible, créer peut-être un service public autour de l'adaptation au changement climatique, et en particulier autour de la mobilité de la ZFE. Il faut faire face à des habitudes qui sont bien ancrées. Vous avez créé cette opération foyer pilote. Donc là, vous êtes vraiment allé chercher des habitants. Comment vous êtes venu à ça ? Alors, pour remettre un petit peu le contexte, je ne vous reparle pas ZFE, ça parle à tout le monde ou pas ? Zone à faible émission, malheureusement, je dirais. Oui, ok. Pour rappeler déjà que c'est un contexte, c'est une loi nationale, et en soi, la ZFE, on va dire qu'on s'en fout. Voilà, je vais caricaturer. Le vrai sujet, c'est, on a des grands centres urbains qui sont très pollués, et une partie de la pollution de l'air que nous avons, elle est due au transport. Là-dedans, certains polluants sont dus réellement à l'usage de la voiture de façon générale, et on sait que dans les villes, ces grands centres urbains-là, en tout cas, on a une nécessité globalement d'arriver à moins être drogué à la voiture qu'on l'est depuis des années. Hein. Vous vous rappelez qu'on a même des élus, même Louis Pradel, encore un maire lyonnais, qui avait dit « il faut que la ville s'adapte à la voiture ». Voilà, il a dit ça dans les années 70. Là, on est en train de faire un rebours qu'on doit faire rapidement et qui ne va pas être à la même échelle de temps, justement, parce qu'on parle du temps, que ce qu'on a fait depuis 50 ans. Il va falloir être beaucoup plus rapide. Donc la question que se pose, au-delà de la ZFE, c'est de dire comment est-ce qu'on permet aux gens de s'adapter plus vite, et comment est-ce qu'on met au pot de ce qu'il faut faire publiquement là-dessus pour faire ces accompagnements. Alors je vous passe les grandes concertations qu'on a fait aussi, le débat public, les centaines de réunions. Ça, c'est dans les dispositifs de participation très complet et classique, panel citoyen, etc., etc., etc. Vous pouvez tout retrouver ça en ligne.
mais c'est aussi le développement des transports en commun. Enfin voilà, tout un certain nombre de politiques publiques que vous avez facilement en tête. Par contre, comment on fait pour construire des services publics nouveaux qui permettent d'aider réellement les gens à changer leur mode de vie et en essayant de ne pas le faire dans la grande brutalité des grands trucs qui débaroulent. Donc on avait déjà expérimenté des petites choses pour calibrer la concertation citoyenne avant avec déjà un peu des panels, et on s'est dit ça, il faut qu'on le pousse. Et donc avec les équipes de la DPDP et Caroline en particulier, on a choisi ces histoires de foyers, ces tests, c'est-à-dire on propose à des foyers, et là on choisit les modes d'habitat très différents qu'on a dans toute la métropole, parce qu'on a du centre-ville, mais on a aussi du territoire de campagne à la métropole de Lyon. On voit ceux qui sont dans la plaque qui seront peut-être à réagir par rapport à la ZFE, et on leur propose plusieurs mois de tests de changement d'habitude de mobilité, enfin de comment ils se déplacent, mais finement, sur la durée, collectivement, et en mettant au pot gratuitement tout un tas de choses, c'est-à-dire les transports collectifs, l'autopartage, la trottinette. Donc on leur tient la main. On leur tient la main, et en même temps, on le fait aussi ensemble. Voilà. Et on voit ce que ça Et donne. on leur propose des solutions qu'ils sont prêts à tester. C'est pas forcément les mêmes solutions pour tout le monde. On oblige aucune personne à faire quoi que ce soit, mais quand même, ce sont des foyers qui ont été volontaires, quand même un peu, mais qui ont été choisis sur leur diversité de composition de ménages, d'habitat, etc. etc. Et à qui on propose plein de solutions. Et par contre, leur engagement, c'est de dire, OK, vous essayez quand même pendant 3 mois, je ne sais plus, il y a eu 3 mois, 4 mois, vous lâchez la bagnole. Et on essaie par contre de faire avec vous pour faire en sorte que vous y arriviez. Et on voit si ça marche ou pas. Pourquoi c'est important? Alors, peut-être qu'on peut donner la parole à Caroline là, sur justement cette approche par le temps du quotidien, Elle et non voulait pas y échapper, mais elle va pas y échapper. et non pas le côté justement participation, expression et débat citoyen. Cette approche par le quotidien, qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle a permis là en particulier? Oui, je trouve que c'est intéressant par rapport au thème qu'on s'est donné. Donc juste, Caroline, qui tu es? Oui, pardon, je parle avec pas une casquette d'élu, je ne suis pas élue, je suis technicienne à la métropole de Lyon, je suis en charge d'un service qui s'appelle usage et expérimentation. Donc mon entrée, c'est vraiment la prise en compte des modes de vie, des changements, des nouveaux usages, et l'expérimentation pour améliorer le service public qui est offert aux habitants. Donc là, ce qui était intéressant dans cette expérimentation, c'était vraiment de travailler justement en partant du quotidien des personnes. Et on avait un enjeu par rapport à notre thème de l'engagement, et comme l'a expliqué Laurence Beaufet, c'était d'aller chercher pas les gens qu'on voit d'habitude dans les circuits, parce que ceux-là, ils viennent de toute façon à nous, on va les entendre, et puis on a de toute façon des gens qui, par le biais de la participation, vont s'exprimer, vont dire des choses. Mais là, on a choisi de creuser aussi, après la participation un peu classique, j'allais dire, de creuser avec les personnes qui ne sont pas militantes. Et on les a recrutés vraiment là-dessus. On est allé les chercher en s'assurant qu'ils n'étaient pas engagés dans des assos, qu'ils n'étaient pas élus quelque part. Donc c'est un peu aussi intéressant d'avoir, en écho au témoignage de Fanny Lacroix, de Jérémy Camus, de Laurence Beaufet, des gens qui, eux, nous disent on n'a pas trop le temps. Ils ne sont pas complètement réfractaires non plus, hein, on va être honnête. Ceux-là, on a du mal à les capter. Ils viendront peut-être plus tard par l'effet boule de neige. Mais en tout cas, ces gens-là qui ne sont pas réfractaires mais qui ne sont pas militants, comment on arrive à les engager, et dans une démarche commune pour, là en l'occurrence, améliorer la mobilité, et puis indirectement aussi la pollution et la qualité de l'air. Et là-dessus, l'entrée par le quotidien fait qu'on est reparti de leur situation individuelle. Et on a pris le temps d'écouter, alors c'est un peu long, mais on a pris le temps d'écouter leurs contraintes personnelles, individuelles, et de leur proposer en face des choses qui répondaient à ces besoins, à ces contraintes. Donc on nous a raconté, et on l'entend parce que c'était authentique, des gens qui me disaient, moi la voiture, j'ai un rapport hyper affectif. C'est la voiture de ma grand-mère, on me l'a laissée, j'y tiens, c'est ma petite maison. Voilà. On a des gens qui nous disent, moi il faut que j'emmène ma maman, elle ne se déplace pas, elle ne peut pas prendre le vélo, je l'emmène toutes les semaines. On a creusé ces situations-là sans jugement préalable. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en passant par l'individuel, ils sont revenus dans le collectif.
Et ce qui nous a beaucoup surpris, je ne vais pas tout détailler, hein, mais par rapport à la question de l'entrée par le quotidien, en prenant le temps d'écouter leurs contraintes, leur quotidien vraiment un peu individuel. Alors c'est chronophage parce qu'il faut des gens en face qui... On ne peut pas faire ça pour tous les Lyonnais. Voilà, il y a les questions du passage à l'échelle, mais on y reviendra plus tard. Oui. Et après, ils sont fiers, pour certains, de revenir parler dans le groupe, partager leurs témoignages et expliquer. Il y en a certains qui nous ont dit « Ah, on a écouté les missions que vous nous aviez données et on est hyper content de venir vous raconter comment ça s'est passé pour nous et partager avec le groupe nos petits progrès. » Et finalement, c'est ça qui les engage un peu dans la durée. En se disant, on ne les a pas contraints, on a un contexte hyper contraignant, mais on les a embarqués avec. Et ça, c'était intéressant dans le changement de mode de vie qui s'est opéré progressivement en partant de l'individu, finalement. On a beaucoup dit ce matin que ce n'était pas terrible de partir de l'individuel, mais sur des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à donner du temps à s'engager, ça peut être une entrée intéressante. Et après, d'eux-mêmes, ils vont revenir partager, et il y en a même certains après, j'allais dire on n'arrive plus à s'en défaire, mais presque, ils ont envie de ils deviennent des ambassadeurs. De revenir, et vous n'avez pas d'autres choses à nous confier, et on veut bien revenir discuter, réfléchir, parce que ça nous a fait réfléchir sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé, parce que notre routine quotidienne, et c'était pénible au départ pour eux, parce que les faire réfléchir sur leur mobilité, c'était leur rajouter de la charge mentale. Il y en a beaucoup qui sont venus en disant « mais moi, ma routine, elle est établie depuis 10 ans, 15 ans, ma mobilité, j'y pense plus, et c'est reposant dans ma journée de ne pas me poser la question de savoir si je fais bien ou pas de prendre la voiture. » Enfin, voilà. Merci. Donc, c'était pour ça que c'était intéressant. Merci. De mon point de vue. Est-ce que oui, il marche là. Merci beaucoup Caroline Richemont. Qu'est-ce que cette expérience, elle nous apprend? Parce que évidemment, on ne peut pas faire ça pour tous les Lyonnais, pour changer leurs habitudes, leurs routines de mobilité en particulier. Donc, qu'est-ce que cette expérience, elle nous apprend sur la façon de construire des services publics avec les citoyens? Je pense que sur les sujets d'adaptation et de changement, si on ne fait pas avec, on peut ne pas bien calibrer les futurs services publics. Et même si après, c'est compliqué la mise à l'échelle, malgré tout, je pense que le nouveau service des mobilités qu'on a monté, le nouveau service public, l'agence des mobilités, elle part quand même de tout ce travail, et que les agents qui en font partie, ceux qui mènent maintenant ce projet, avaient participé à cette expérimentation. Donc ça a permis aussi de se dire, voilà où seront les grandes problématiques qu'on aura demain. Ça ne veut pas dire qu'on aura toutes les réponses, mais en tout cas, ils ne perdent pas ça de vue. Et je pense qu'ils gardent cette qualité d'écoute, elle va rester. En tout cas, je crois qu'elle va rester. Du point de vue des citoyens, pour ma part, je ne suis pas surprise qu'en travaillant de manière collective et en le proposant, c'est une des manières, on passe du moi au nous. C'est toujours un peu comme ça. Voilà, on est tous... Et ça prend plusieurs étapes. Et ça prend des étapes. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément le résultat, c'est aussi le chemin. Et un autre truc que je dis souvent, c'est que je crois à la capillarité. À la fois, les personnes qui ont fait partie de ces expérimentations, elles vont en parler à leur famille, à leurs voisins, etc. Et à la fois, ce que je partage là, dans ce temps-là, mais ce qu'on a partagé largement avec cette étude-là, dans les réunions publiques, dans d'autres, provoque des discussions qui, derrière, peuvent aussi servir à construire justement cette partie collective et cette conscience collective qu'on ne va pas individuellement le faire. Alors là, c'est mon petit côté fourbe, mais je ne suis pas très fourbe puisque je vous le dis. Et je le dis très souvent et je le dis facilement publiquement. C'est qu'à un moment donné, il ne faut plus pas s'enfermer soit dans l'éco-geste, soit dans la techno-machin-truc qui va résoudre tout. Et donc, il faut refaire ces communs-là. Comment on fait? Ça démarre par de la discussion, de l'engueulade, du débat, tout ce qu'on veut. Et à un moment donné, il faut expérimenter des choses. Donc nous, on propose et travailler aux mises en échelle. Et ces mises en échelle-là, c'est encore un des progrès qu'on doit faire. C'est continuer de partager ça aussi dans les mises en échelle. Alors je crois que cet après-midi, on va en reparler. Il y a le sujet eau, il y a d'autres débats. Et puis Jérémy va parler aussi de ce qu'il fait là-dessus. Parce que ça reste un truc important. Mais sur ces histoires-là de foyers pilotes, je trouve ça très important. Il faudra peut-être même le refaire à d'autres moments pour voir comment ça a évolué dans le temps, ces éléments-là, et comment c'est pris en compte. Et puis ça a fait réfléchir aussi d'autres acteurs, parapublics, pas que la métropole, mais les loueurs de trottinettes, le vélo, les autopartageurs là, qui se sont dit « mince, on a chacun notre site internet, c'est très compliqué pour chaque truc ». Voilà, tout le monde s'est un peu rendu compte qu'il nous manque aussi encore des étapes de consolidation
qui seront nécessaires à la mise à l'échelle. Ça a permis de le voir assez vite quand même. Donc là, on voit que Fanny, elle a réussi à mobiliser les foyers de son village. Là, on est plutôt allé chercher dans le quotidien des gens qui, entre guillemets, n'avaient rien demandé. Jérémy Camus, vous êtes venu finalement identifier, soutenir, accompagner des systèmes de solidarité locale en Val-de-Saône. C'est ça dont on va parler. Alors, il n'y a pas que celui-là. Oui, en gros, j'essaye de voir par où je commence en fait. Mais grosso modo, j'ai une délégation qui est alimentation agriculture et une autre partie de ma délégation qui est résilience du territoire. Et c'est sous l'angle résilience que moi j'avais envie de vous parler de l'engagement et en quoi il est utile en termes de résilience, en partant d'une expérience personnelle assez ancienne, qui a 10 ans, et qui aujourd'hui me permet en tant qu'élu d'avoir peut-être des réflexes que j'aurais pas eu si j'avais pas eu cette expérience personnelle de l'engagement collectif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je viens plutôt du monde de la ruralité, j'arrive à la métropole, en ville, à Lyon, je trouve pas mon compte en termes de vie et je décide de sortir de l'hypercentre pour m'installer à proximité et je tombe dans le Val-de-Saône. Val-de-Saône, la circonscription sur laquelle je suis élu, c'est 100 000 habitants, 25 communes, dont les 3 plus petites communes de la métropole qui font moins de 1000 habitants. Donc ça vous donne une typologie, on se rapproche d'un contexte périurbain, voire rural dans certains cas. Et je retombe dans un village qui ressemble un peu à ce que j'avais vécu dans mon enfance, sauf que je ne retrouve pas ce que j'attendais en tant qu'habitant, citoyen, et c'est-à-dire le lien avec les gens. Et je me retrouve finalement à avoir la typologie de lien ici identique quasiment à ce que j'avais quand j'étais en hypercentre. Et donc là, je me dis, il y a quand même j'ai choisi cet endroit, j'ai envie de retrouver ça. Et les gens que je croise au fur et à mesure du temps, je me dis, c'est les gens avec qui j'ai envie de bosser, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de travailler ou de Et je constate qu'en fait, que l'engagement collectif, il existe dans le tissu associatif normalement, mais finalement, c'est pas un engagement collectif au sens d'un projet collectif. C'est une type de consommation d'associations pour faire du sport, pour faire de la musique, etc. Mais pas vraiment dans cette dynamique-là de solidarité ou de collectif. Et donc je décide à un moment donné, avec mes petits bras, mes petites jambes de citoyen lambda, sans aucun lien avec les élus, de monter un forum, en gros, pour faire que des gens qui ont envie, qui sont un peu dans cette même dynamique que j'ai pas identifiée, puissent trouver un lieu où on peut se retrouver. Et donc on lance, c'était un peu la tarte à la crème, il y a 10 ans, les forums ouverts, on en a tous, peut-être beaucoup tous fait. Et ce truc-là a permis en fait d'identifier déjà des habitants qui avaient envie aussi de renouer avec ce type ou de nouer avec ce type d'engagement. Et on a identifié un premier projet qui était, pareil, tarte à la crème du moment, c'est moins le cas en ce moment, les systèmes d'échange locaux. N'empêche que ce système d'échange local, vous allez voir, on en a parlé ce matin. Il a eu un impact assez intéressant qu'on n'avait pas imaginé au départ en le créant. Le créant, c'était de se dire, on a un système qui permet de franchir les portes de nos voisins dans un truc un peu sécurisé, avec une genre de réciprocité. On n'est pas dans de la solidarité, on a quand même un truc d'échange. Bref, vous voyez un peu le scénario, mais ça facilite l'entrée de certains habitants qui ne sont pas encore très partants sur ce type de démarche purement bien commun et intérêt général. Et puis un autre projet qui marche de ce forum, c'est on avait à la fois travaillé sur comment on renforce les solidarités entre habitants et quels sont les services qui n'existent plus ou qui sont trop loin de là où on habite. Et l'un des services principaux, on parle souvent de désert alimentaire, on était un peu dans un désert alimentaire, c'est-à-dire sans vraiment d'offres qualitatives ou ce qu'on souhaiterait voir pouvoir acheter. Et donc on est parti sur un projet, même chose, une autre tarte à la crème d'épicerie participative dans un contexte périurbain. Et on a eu ces deux projets qui ont émergé, qui ont eu chacun eu un destin différent, mais l'épicerie a existé dans un petit village à côté, etc. Mais je vais focuser là sur le système d'échange. Alors le système d'échange, c'était, il y a eu 200 habitants à peu près d'engagés assez rapidement autour, où il y avait des échanges plus ou moins réguliers. Qu'il fallait entretenir. C'était un boulot assez en tant que bénévole d'animation, de dynamisation des échanges, etc. C'était assez long et complexe. Puis on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, les échanges ont commencé sur la plateforme qu'on avait créée, ils diminuaient. On s'est dit mince, oh là là, c'est l'échec total. On a bossé comme des dingues. Puis au bout d'un an et demi, 2 ans, ça y est, il n'y a déjà plus personne sur la plateforme. En fait, on s'est rendu compte que finalement, ce système d'échange, il était devenu informel. C'est-à-dire, les gens, une fois qu'ils sont connus, ils ne trouvaient plus du tout d'intérêt à faire ces échanges un peu désuets. On avait inventé une petite monnaie locale qu'on avait appelée le caillou. Et donc, s'échanger des cailloux, c'était bien un temps. Puis après, maintenant, la solidarité naturelle, elle était plus intéressante. Et ces liens d'amitié, pour certains, simplement de connaissance, d'échange, étaient là.
Puis on s'est dit, on laisse comme ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent dynamiser le truc? Non, personne. Bon, on laisse comme ça, c'est comme ça. Et arrive la fameuse pandémie que tout le monde a connue. Et là, on a vécu un truc assez... j'en ai un peu encore des frissons en fait quand j'en parle, parce que c'est le mouvement spontané qui est assez intéressant. On a un hôpital gériatrique au sein de la commune, qui est un des plus gros hôpitaux gériatriques de la métropole. Et on a certains infirmiers, infirmières qui œuvrent, et aides-soignantes qui œuvrent dans le truc, qui remontent dans le sel qu'ils n'ont plus de tablier pour se protéger de la pandémie. Et là, il y a un mouvement spontané les gens sont mis à trouver des tutos sur Internet pour faire des tabliers en sac poubelle, et on est devenu une usine à création de tabliers avec des dizaines de personnes qui quotidiennement fabriquaient des dizaines de tabliers, parce qu'un tablier, c'était un usage unique. Et on a pu comme ça pallier la défaillance même du système global d'approvisionnement en tabliers en protection sanitaire pour permettre à des gens de continuer à travailler et surtout potentiellement de ne pas tomber malade. Et donc, il y avait une circuit logistique, on s'organisait et tout ça issu des gens qui, à un moment donné, grâce à ce système d'échange local, avaient franchi une première barrière. Ils se connaissaient, ils se faisaient confiance, ils ont pu communiquer entre eux et l'organisation a été rapide et forte. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, dans la mission qui m'est confiée autour de la résilience du territoire, je crois beaucoup en fait à la capacité de ces groupes, de ces communautés à l'échelle du village ou du quartier, à un moment donné, être les garants de cette sécurité qu'on peut se créer entre nous. Parce qu'en fait, on a beau aujourd'hui travailler sur ces genres de résilience, on ne sait pas la tuile qui va nous arriver à un moment donné, on ne sait pas l'anticiper. La seule chose qu'on peut créer, c'est une forme d'agilité à l'échelle de nos territoires pour être tout de suite dans l'intervention, parfois plus rapide que les institutions, parfois plus rapide que les services de secours, parfois plus rapide que le système global, et donc d'avoir ces habitants qui, eux, sont là pour la communauté générale. Là, c'est pas que pour les voisins, c'était pour le système de santé, en quelque sorte, qu'on œuvrait tous au quotidien. Et donc, arrivé en poste à la métropole, il y a vraiment cet enjeu maintenant de dire comment on facilite l'émergence de ces collectifs de citoyens qui peuvent prendre la forme d'un système d'échange local, mais pas que. Et donc, comment on identifie ces personnes qui sont prêtes à passer à l'action tout de suite, à être potentiellement des mobilisateurs de communautés, potentiellement des animateurs de communautés, potentiellement des porteurs de projets. Et donc là, c'est de voir comment la métropole se positionne par rapport à ça. Et arrive le sujet que vous évoquiez, c'est quoi? Ces rapports de force ou coopération, en quelque sorte. Comment vous dites? C'était histoire d'amour. Histoire d'amour, de force. Encore plus que coopération, quoi. C'est comme ça que disait Patrick Vassallo. Et donc, quelle est l'histoire de la coopérative de la transition Val-de-Saône, justement? Voilà. Et donc ça, c'est une autre la suite de l'aventure de ce forum ouvert il y a 15 ans, de ce système d'échange local, de cette pandémie, et d'autres actions collectives qui ont émergé. Encore une fois, je reparle de tarte à la crème, mais les composteurs collectifs. Je dis tarte à la crème parce que c'est courant maintenant d'avoir ce type de démarche qui mobilise des citoyens collectivement. Et à un moment donné, ces acteurs sont retrouvés dans cette posture que vous évoquiez tout à l'heure de le burn-out associatif ou le burn-out de l'engagement. C'est-à-dire, je peux le faire à mon échelle, mais au bout d'un moment, je suis bénévole, j'ai ma vie, etc. Et j'ai beau avoir de l'engagement. Parfois, les sujets, j'ai fait le tour, j'ai plus envie, mais qui prend la suite, etc. Et donc ces groupes, ces acteurs-là qui s'étaient constitués parfois dans un village, alors c'est une thématique de centrale photovoltaïque, des composteurs collectifs, le système d'échange local, du gardiennage d'enfants entre habitants, etc., ont décidé de se regrouper au sein de ce qu'ils ont appelé la coopérative du Val-de-Saône. Et le terme de coopérative, il est important. Ce n'est pas une coopérative au sens structure juridique. La coopérative, c'est dire qu'est-ce qu'on met en commun qui va servir à l'ensemble de ces collectifs. Et donc, qu'est-ce qu'on met en commun? C'est de l'énergie. Ça, c'est énorme. C'est quand je suis un mouvement qui débute et qui a encore l'énergie, elle est transmise quelque part de façon informelle, peut-être à l'autre initiative qui arrive à bout de course et qui retrouve là, dans cet engagement citoyen, de la force pour avancer. Donc ça existe. Par exemple, notre CEL a beaucoup bénéficié à un moment donné de l'énergie de la centrale, de la coopérative citoyenne photovoltaïque. Et puis, l'idée maintenant, c'est de se dire, cette coopérative, comment elle a un autre rôle, c'est d'inspirer d'autres citoyens à s'engager. Et de dire, c'est pas compliqué de s'engager, en vrai.
Parce que souvent, la démarche de s'engager, pour certains, ça peut être très très compliqué de partir d'une idée et d'aller jusqu'au bout de son projet, souvent être seul. Donc là, de se dire, il y a un endroit en fait où je peux aller et dire, moi j'ai ce projet, ou moi j'ai envie de m'engager sur telle thématique, où j'ai envie de réfléchir avec quelqu'un à quelque chose, et là il trouvera des relais, des gens qui sont présents, et c'est des habitants, hein, c'est pas des techniciens, c'est vraiment des bénévoles quoi, qui sont autour de cette coopérative. Et la next step, et c'est là l'histoire d'amour ou le rapport de force, c'est comment cette coopérative, elle rentre en relation plus étroite avec la collectivité. Et donc là, comment elle rentre en relation plus étroite, c'est que le constat, c'est que beaucoup des actions qui sont menées par ces collectifs sont par ailleurs portées dans des politiques publiques à part entière. Mon collègue Philippe Guelpa-Bonaro, un de ses objectifs, c'est de faire qu'il y ait du photovoltaïque sur la métropole de Lyon. Il a aujourd'hui sa propre feuille de route avec ses propres moyens, ses propres équipes pour avancer sur les bâtiments publics, etc. Mais lui, avoir des citoyens qui demain se mettent en mouvement et fassent qu'ils génèrent du panneau photovoltaïque sur le territoire, c'est très très utile pour atteindre les objectifs de cette politique publique. Et donc là, il y a un accompagnement. Basiquement, la métropole a mis en place un accompagnement, un accompagnement pour ces collectifs qui veulent se lancer. Et la coopérative a été un des premiers à bénéficier de cet accompagnement. Oui, il y a des questions On va avoir un temps de questions. Oui. Alors, juste, il y a un temps de questions après. Sauf si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez le demander maintenant. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un rapport par rapport à... Bon, on peut en parler sans problème. Oui, hein. Vous le notez. Moi, je me rappellerai. Et donc là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que, en fait, ce gros outil de métropole, 9000 agents, 4,7 milliards de budget, des équipes dans tous les sens, c'est super, il y a beaucoup de moyens. Mais en vrai, la relation avec l'habitant, elle est très éloignée encore. Même si on fait beaucoup de progrès avec la concertation et tous les projets qu'on mène à chaque fois en mettant l'habitant au centre, il y a quand même une distance. Et l'enjeu maintenant, c'est de voir comment on rentre dans ces coopérations. Et moi, je prends souvent le terme, on parle beaucoup d'hospitalité en ce moment, parce que c'est la semaine de l'hospitalité, ou la semaine dernière, bref. Mais l'hospitalité au sens, reprenons le terme hôtel, hôtel de métropole, hôtel de ville. Je ne parle pas de l'hôtel de police, mais hôtel de ville, c'est en quoi la collectivité est hospitalière, c'est-à-dire elle devient un endroit où les assos peuvent trouver des moyens, un appui technique, une connexion à une politique publique qui permet d'aller plus vite, etc., etc. Et l'autre enjeu, c'est maintenant comment ces agilités qu'on a sur le terrain, ces politiques publiques qui sont inventées à l'échelle du terrain, elles remontent pour être des politiques inspirantes qui demain peuvent être, on parlait de changement d'échelle, peut-être que le rôle de la collectivité, c'est de prendre toutes ces belles initiatives qui fonctionnent et d'être le garant de l'échémage sur des territoires qui n'ont pas eu la chance d'avoir des terreaux fertiles sur ces enjeux-là, quoi. Vous avez été ce citoyen engagé, vous êtes aujourd'hui à la métropole, je suis sûr que vous êtes encore un citoyen engagé, mais qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'élu que vous auriez aimé quand vous étiez un citoyen engagé, justement? Qu'est-ce que vous avez amené quand vous étiez mettre au service d'eux. J'aurais aimé à l'époque les élus, plutôt que de voir ces collectifs comme des potentiels concurrents à une élection municipale, se mettre au service de ces collectifs et voir dans ces collectifs plutôt une vraie source de progrès pour leur territoire qu'une potentielle concurrence politique. D'accord. Et la preuve, c'est qu'ils ont eu l'inverse de souhaiter, puisque j'ai été concurrent politique sans avoir leur soutien. J'aurais eu leur soutien, peut-être que j'aurais eu tout ce que je voulais en fait en tant que citoyen. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc là, c'est se mettre au service de ces collectifs avec la posture d'humilité, d'être au service de, pas essayer de faire insuffler une politique publique. On peut leur proposer. Donc ça veut dire que ça veut dire que la collectivité, elle repère aussi ces initiatives. Là, l'idée, c'est de les repérer quand elles existent, mais surtout maintenant, c'est comment tu les fais émerger. Et de ne pas être celui qui fait émerger. C'est un peu compliqué, parce que c'est comment on arrive à faire émerger ces collectifs sur des territoires où il n'y en a pas, sans être quelque part celui qui garantit la vie de ce collectif. Parce que c'est pas, Fanny, elle a fait émerger, clairement. Typiquement, c'est trouver des relais. Et on a sur la métropole une politique qui est menée avec une association qui s'appelle Anciela, qui s'appelle les ambassadeurs du changement. Basiquement, d'avoir des gens
gens qui sont en capacité de générer du collectif et d'identifier après des personnes qui vont porter des projets. Parce qu'après, on parle collectif, mais si c'est juste pour être dans un cercle collectif à réfléchir et à débattre, etc., c'est sympa, hein, mais pour en avoir vécu, au bout d'un moment, c'est juste faire des projets. Parce que là, l'urgence, c'est aussi de générer les projets, c'est pas de simplement être dans un débat, quoi, ou dans... Non, c'est agir. Voilà, c'est agir, exactement. Et donc renforcer le pouvoir d'agir des habitants, c'est leur donner les moyens de le faire. Et donc là, on est en plein là-dedans. Typiquement, la coopérative de la transition, un des enjeux, c'est de dire comment vous faites connaître plus largement. Et donc on a soutenu, il y a eu un week-end complet en mode, c'était un festival, grosso modo, où ils ont invité au sein d'un village, le plus petit de la métropole, justement, Symbole, les gens à venir à leur rencontre. Ils ont eu plus de 1000 personnes qui sont venues à leur rencontre. Que vous avez soutenu en tant que métropole. Oui, qu'on a soutenu, exactement. Oui. Fanny Lacroix, donc votre village, des communes à l'intérieur d'une métropole, qu'est-ce que vous avez en commun finalement ? Moi, j'entends des choses qui résonnent. Peut-être simplement, pour moi, il y a bien à faire la distinction entre deux choses. C'est déjà comment est-ce qu'on met en place des dispositifs de concertation pour construire une valeur ajoutée à une politique publique. Voilà. Et un autre sujet qui est de comment est-ce qu'on fait en sorte d'offrir la capacité, sans savoir ce que ça va donner à l'avance, à tout à chacun de pouvoir trouver sa place sur l'espace public pour faire société ensemble. Pour moi, c'est deux choses différentes, parce que j'étais technicienne de la participation, donc j'ai connu le fait de déployer une méthode pour construire de la valeur ajoutée sur une politique publique. C'est de la concertation, c'est une expertise comme une autre. Aujourd'hui, je suis maire, je fais ça, mais je travaille aussi sur offrir les conditions d'émergence sur mon territoire de ce que vous avez défini. Et c'est absolument différent, puisque je ne sais pas ce qui va émerger en fait à l'avance. C'est juste que je me dis que ma commune doit être le terreau de l'engagement et de faire vivre à chacun ce qu'est la citoyenneté active. Alors du coup, on a essayé de matérialiser ça dans l'espace public. Donc aujourd'hui, on a des espaces de la citoyenneté active qui sont les 2 centres-bourgs, en gros quelques hectares avec un bâtiment, où en fait la commune elle fait partie du tour de table, mais ces espaces-là sont totalement en fait à l'appréciation des collectifs. C'est-à-dire que ce sont les habitants eux-mêmes qui gèrent ces espaces dans Châtel Village, dans cette association qui fonctionne comme un bien commun, où chaque partie prenante a sa place et décide par exemple de faire des jardins, décide de faire une cantine ouverte, décide de faire un café-épicerie. Mais au final, moi je m'en fiche de ce qui ressort de ça. Ce qui est important, c'est que les gens se musclent. Ils se musclent à se dire ma voix compte, je peux m'investir, c'est intéressant parce qu'en plus c'est ce que vous aviez dit, les gens sont gratifiés de ça. C'est-à-dire que quand on trouve une place dans la partition collective, souvent les gens sont gratifiés individuellement. Moi j'ai vu des trajectoires de vie personnelle à Châtel-en-Triège, déjà la mienne, mais après je ne vais pas parler de moi, mais j'ai vu aussi d'autres personnes qui ont osé dire non à des situations familiales insupportables parce qu'elles avaient trouvé une place dans le collectif, parce qu'elles avaient eu une valorisation d'abord collective et qu'après ça avait rejailli sur l'individuel. Donc aujourd'hui on a ces espaces de la citoyenneté active qui sont définis et peu importe où ça va, l'important c'est que les gens se musclent, qu'ils deviennent des citoyens. Alors moi aujourd'hui j'appelle ça le droit au village. Qu'est-ce que c'est le droit au village ? Ça serait le droit à tout à chacun de trouver sa place dans l'espace collectif et dans la politique du village pour faire société ensemble. C'est le droit à la participation de la vie de la cité. Aujourd'hui, c'est intéressant de dire que ça peut être un droit pour tout à chacun. Et du coup, le maire devient le chef d'orchestre de ça. C'est-à-dire qu'on peut revendiquer aujourd'hui à Châtel-en-Trièves de ne pas trouver sa place, de ne pas pouvoir revendiquer son droit au village. Donc voilà. Et après, je trouvais ça extrêmement intéressant. Ce que vous avez dit, c'est pourquoi on fait ça, pourquoi on muscle les gens ? Mais parce qu'on est face à des crises demain qui seront d'une ampleur incroyable. Et c'est-à-dire, moi, j'ai tout à fait conscience que c'est pas ma mairie qui va apporter la solution quand on a une crise majeure. C'est-à-dire, ça sera notre capacité collectivement à s'être remusclés pour permettre de construire les solutions qui seront juste adaptées à la situation. Je prends l'exemple de mon café-épicerie associatif au moment du Covid, mais on était super organisés, ils avaient tout fait. C'est-à-dire qu'il y avait le café qui fonctionnait, il y avait les circuits, machin, c'était une fourmilière autour du café, tout le monde venait faire ses courses à Châtel-en-Trièves et je me suis dit, mais en fait c'est ça, Alors chez vous ça a été de construire des tabliers, nous ça a été de faire le lien avec tous les producteurs locaux pour dire c'est ici qu'on va faire nos courses et on ne descend plus à la ville. Mais c'est parce qu'en fait on a une résilience territoriale de par les gens qui est absolument incroyable. Donc moi je crois que c'est se remuscler pour faire face à la transition écologique, pour faire face aux crises et puis aussi pour garder nos démocraties vivantes. Parce que je crois aussi qu'on parle de l'effondrement climatique,
Mais je pense qu'on peut aussi parler de l'effondrement démocratique de nos sociétés. Je crois que le constat qui a été fait ce matin, moi aujourd'hui je suis autant je m'inquiète autant du dérèglement climatique, de nos dérèglements sociétaux, et je me dis il va falloir un moment que chacun fasse ça. Et ça se passera par le fait de retrouver en capacité d'agir collective. Et les institutions ne suffiront pas. C'est en ça où peut-être que moi j'aurais une légère différence d'appréciation. C'est que moi j'ai l'impression que des fois la politique désensibilise les gens, c'est-à-dire à trop vouloir consommer du service public. J'ai l'impression, enfin moi en tout cas c'est mon expérience personnelle, d'arriver dans un territoire où tout n'est pas construit, où c'est compliqué, où quelque part c'est se muscler pour l'avenir. Donc c'est sûr, je ne veux pas non plus dire qu'il ne faut pas s'occuper des grands sujets nationaux, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'il y a un moment, j'ai aussi travaillé dans une station de ski où il y avait plein d'argent, et on avait totalement perdu cette culture rurale, c'est-à-dire qu'on attendait tous sur un plateau. Les gens étaient totalement désensibilisés à l'engagement citoyen. J'ai vu ça à Crolles, qui est à côté de Grenoble, où il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que je dis attention, des fois on a l'impression, parce que les gens demandent beaucoup de services publics, qu'il faut toujours tout construire avec eux. Moi je dis non. J'ai l'impression, maintenant ce qu'on fait sur la commune, c'est de dire ok, il y a un besoin, 50-50. Je fais la moitié du chemin et toi fais l'autre moitié du chemin. Et je trouve que comme ça permet quand même de garder une forme de vigilance sur le fait que tout n'arrive pas sur un plateau. Voilà. Laurence Boffet, on a beaucoup parlé de la citoyenneté active, il faut muscler la citoyenneté active. Ça vous parle justement de comment j'accompagne ces initiatives citoyennes dans une grande métropole? En fait, alors oui, bien sûr, ça me parle, mais je pense que je le décalerai peut-être autrement. Je pense que la partie politique se passe... alors partout, alors chez moi tout est politique, donc ça c'est facile, vous prenez le slogan des années 70 et vous me l'appliquez. Je suis plus jeune que ça, hein, mais voilà. Simplement pour dire qu'effectivement aujourd'hui la politique elle se passe beaucoup ailleurs que dans ce qu'on croit qu'elle est. Voilà. Et il faut redire à tout le monde qu'on en fait en permanence. Donc il y a la partie musculation me plaît bien et en même temps, ou parallèlement, il ne faut pas que je dise comme ça. Et il ne faut pas perdre pour moi le global, le local, donc la mise à l'échelle et la partie locale, elles vont toujours ensemble. Et c'est ça la difficulté. Et du coup, j'ai quand même ce souci-là de se dire qu'il faut par contre que nos communs ou nos services publics, il ne faut pas les penser comme on a nos travers, qu'on a dit depuis ce matin, parce qu'aujourd'hui, on a aussi les citoyens qui sont dans le mode consommateur d'un service public. C'est antinomique avec un service public. Et j'en parle souvent dans le sens de ce qu'on fait, moi en tant qu'élu, mais aussi, puisqu'on a beaucoup d'agents publics dans la salle, de qu'est-ce que ça veut dire un service public. Et on les construisait différemment, ces politiques-là, avant. Et d'ailleurs, on l'a, hein, on est passé de acteurs des services publics à bénéficiaires, et après on parle d'usagers, voire on se trompe pas encore plus avec clients. Enfin voilà, ça va pas, ça, en fait. Il faut revenir à quelque chose qui est finalement nos outils collectifs, dans lequel, pour les financer, on met tous dans une tirelire commune. Et certaines choses sont gérées très institutionnellement par des grands trucs régaliens. D'autres sont autogérées avec plein d'acteurs différents qui sont dedans pour le faire. Hein. Repenser à la sécurité sociale ou à ce qu'on cherche à faire, ou ce que Jérémy essaye d'expérimenter sur la sécurité sociale de l'alimentation, des choses comme ça. Nous avons des outils collectifs forts. Certains sont dans des mises à l'échelle impressionnantes. Le premier d'entre eux, c'est la sécurité sociale. Quand même, on est parti de caisses locales qu'on a agrégées. Et en 7 mois, on a fait un truc absolument incroyable à la fin de la guerre. Sans numérique. Et ça, c'est parti aussi peut-être effectivement d'une certaine contrainte ou urgence qui fait que tout le monde était motivé. Mais c'est pas parti d'un truc qui s'est inventé tout seul. Ça partait aussi d'histoires communes. Ces histoires communes-là, on doit les refaire, doit les remachiner. Et après, ces mises à l'échelle-là seront possibles. Par contre, les institutions ont besoin d'aider à ça, ont besoin de permettre de mettre des contenants, je ne sais pas si ça c'est le bon mot, ou d'aider à, parce que tout se passe beaucoup en dehors de, mais c'est les deux. Alors, en 2 mots, c'est quoi la boîte à outils des collectivités face à ces initiatives citoyennes? Vraiment en 2 mots. Il y en a plein, en fait. Le problème, c'est qu'en 2 mots, je ne peux pas. C'est qu'il y a des choses qui peuvent aider des associations ou des structures. Il y en a, c'est maintenir des formes d'instances parce qu'il faut beaucoup, beaucoup les animer. Il y en a, c'est de pouvoir aller sur le terrain et donc de remettre des agents publics. Ce n'est pas forcément un service public au sens classique maintenant.
pour aller taper aux portes, aller sortir les gens de chez eux, les aider à sortir de l'isolement, etc. C'est des maillages aussi avec beaucoup d'autres choses. Donc ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Mais ce qui est important, c'est de garder cette ligne d'horizon, cette musculation collective qu'on doit maintenir pour la démocratie. Muscler les initiatives citoyennes, vous voulez dire un mot ? Oui, moi, maintenant, je prends l'image du terreau. C'est dire, je pense que l'enjeu pour la collectivité, c'est de travailler la commune comme un terreau. Où on vient enrichir un terreau de manière fertile, en cultivant l'engagement, mais jamais en faisant à la place. Ça veut dire être en capacité de repérer les initiatives, d'arroser un petit peu la plante quand elle pousse, hop, d'arriver à ce moment-là, quand on voit qu'il y a un essoufflement, amener un petit peu de facilité. Mais moi, aujourd'hui, je trouve que l'image d'un jardinier et du terreau est assez bien quand même sur la conception du droit au village. Voilà. C'est de la dentelle, hein. Moi, je pense que c'est toutes les questions de stratégie aussi. Parce que, encore une fois, engagement collectif, pourquoi faire, porter des projets, mais dans quel objectif ? Moi, si je reprends l'enjeu résilience et crise écologique, mais pas que, et donc de garantir aux habitants qui continueront à bien manger, à bien boire de l'eau minérale, de l'eau de la régie publique, évidemment, etc. À un moment donné, il y a les 20 dernières années, on a une stratégie sur la métropole qui était de faire du développement économique. À un moment donné, on a mis des moyens pour faire du développement économique. On a mis une armée mexicaine de développeurs économiques partout sur le territoire pour aller s'occuper bien de toutes les entreprises, d'aller chercher des entreprises pour les installer sur le territoire. Moi, je rêve à un moment donné qu'on ait aussi une stratégie dans ce sens-là, et je le porte, cette ambition sur la dimension agricole, d'avoir autant de soutien au monde agricole que ce qu'on a fait sur le monde économique plus conventionnel, si je peux dire ça comme ça. Et ben, c'est peut-être la même chose sur l'engagement citoyen. C'est à un moment donné, pour qu'il y ait des jardiniers qui sachent faire pousser dans un terreau, il faut amener le terreau. Potentiellement, il faut amener les semences qui manquent sur les territoires. Et puis, il faut former les gens. Les gens peuvent... L'improvisation, elle demande beaucoup d'énergie, Et on ne tombe pas toujours sur des territoires, sur des gens qui sont outillés pour aller porter des beaux projets comme celui-là. Et donc peut-être la collectivité, elle doit amener cette stratégie demain d'aller vers ce type de soutien proactif au quotidien. Voilà, on le fait actuellement, par exemple, sur le Val-de-Saône avec un projet sur l'économie régénérative où on a 3 thématiques qui ont été identifiées. Et là, il y a un soutien des acteurs du territoire à se mettre en mouvement sur des projets bien. Mais là, c'est une démarche proactive de la collectivité qui met des moyens humains et des moyens de méthodologie et d'ingénierie et de formation pour faire que ces gens, à un moment donné, ils ne restent pas dans un ghetto, j'y vais pas, alors que potentiellement, il y a des super idées. Et en particulier sur l'alimentation. Alors,